Je suis heureux de vous accueillir à l'occasion de la sortie de notre magazine So Imo, dans lequel nous avons essayé de relater ce fait, c'est-à-dire que actuellement, vous le savez, au niveau de la construction, l'activité est plutôt létale, on va le dire en ces termes, mais nous avons trouvé que comme souvent, et comme très souvent même, les professionnels de la construction, tous les professionnels de cette activité font preuve, plus que d'habitude encore, de créativité, de réactivité. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans ce magazine. Donc, à l'occasion de la sortie de ce magazine, nous essayons aussi de promouvoir l'activité de la construction, notamment avec ce débat que nous allons vous présenter sur le thème l'ère immobilier, l'ère de la végétalisation, l'ère du végétal. C'est un sujet qui peut être épineux, vous allez le voir. Simplement pour vous dire aussi que donc suivra évidemment ensuite l'inauguration du Salon de l'immobilier, ce salon qui est bisannuel, qui se déroule ici à l'automne et au Quorum au printemps. Donc je vais laisser la parole à Stéphanie Roy qui va animer le débat en présence de Philippe Sorel, de Pierre Tour, de Laurent Villaret et de M. Nouge qui nous vient de Nîmes, qui est le président des aménageurs constructeurs. Stéphanie, à toi. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents ce matin. Merci au Salon de l'immobilier de nous accueillir pour cette table ronde sur un sujet résolument dans l'air du temps, immobilier, l'ère du végétal. Et nul besoin de rappeler les problèmes de réchauffement climatique. On l'a encore tous pu le constater cet été. Les émissions carbone, voilà, c'est des problèmes qui nous concernent tous et qui impactent directement le secteur de l'immobilier. Alors, je remercie chaleureusement tous nos intervenants qui ont accepté très gentiment de participer à cette table ronde. Philippe Sorel, maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Pierre Tour, architecte et cofondateur de l'agence Tour Sanchis Architecte. Laurent Villaret, président de la FPI Occitanie Méditerranée. Et Serge Nauge, donc vice-président des constructeurs aménageurs de la FFB d'Occitanie. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Sorel. La ville de Montpellier est quand même la 7e ville en termes de population, avec une croissance démographique assez impressionnante au niveau annuel, près de 4000 habitants, nouveaux habitants qui arrivent tous les ans, et malgré tout, donc ça veut dire des gens à loger, et de notre côté, donc des espaces à préserver, et d'ailleurs la ville a été classée ville la plus verte de France dans la catégorie des villes de plus de 200 000 habitants. Ça tient à quoi ça? Ça tient à quels engagements qui ont été pris? Merci d'abord pour ce débat, parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de s'exprimer de façon directe avec les constructeurs, les opérateurs directs de la construction, les entrepreneurs, les architectes, les promoteurs qui sont là, sur ce sujet qui est un sujet complexe, mais qui mérite toute une série d'approches peut-être un peu différentes aujourd'hui qu'elles n'étaient hier. Bien que, lorsque vous me dites comment a-t-on pu en arriver là, j'ajouterai les uns après les autres le travail des maires précédents et des élus précédents. Parce que cette vision équilibrée de l'aménagement, on la doit à Raymond Durand. C'est pas Sorel qui l'a faite. Il faut être honnête. C'est Raymond Durand et Georges Frêche, lorsqu'ils ont acté une politique foncière très volontariste, lorsqu'ils ont acheté un certain nombre de terrains, lorsqu'ils ont gelé les zonages, pour pouvoir petit à petit les libérer pour la construction, en y intégrant de grands espaces verts, des parcs urbains dans chaque quartier. L'idée, c'est celle-ci pour la ville nouvelle, pour la partie de la ville nouvelle de Montpellier, sur laquelle sont venues s'accrocher différentes problématiques qui doivent également tenir compte
du réchauffement climatique et de la présence de l'environnement dans la ville. D'abord dans le tissu déjà construit, par là le réinvestissement urbain, dans toutes les actes que nous reprenons, l'EAI en est un exemple, la présence du tram qui modifie considérablement la ville, et puis des pratiques nouvelles que l'on doit injecter dans la façon de réfléchir la ville en amont, mais je vais y revenir au cours du débat, parce que c'est véritablement un changement de mentalité qu'il faut avoir aujourd'hui. On ne peut plus voir la voirie comme on la voyait il y a 10 ans, on ne peut plus voir l'énergie comme on la voyait il y a 10 ans, on ne peut plus voir la politique de l'eau comme on la voyait il y a 10 ans, on ne peut plus voir la trame verte comme on la concevait il y a 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, le monde a pris conscience du danger que représente le dérèglement climatique et d'où la création des objectifs de développement durable, des 17 objectifs qu'on appelle les ODD, les 17 ODD proposés par l'ONU et qui sont là des garde-fous dans la construction des villes et qui permettent de revenir quelque part à cet équilibre subtil entre l'homme et la nature. D'où l'opportunité de ce débat. Si François Fontès était là, il dirait, et je cite dans le texte, il dirait il faut retrouver les rapports harmoniques, pas harmonieux, harmoniques, c'est encore plus fort, entre l'homme et la nature. Et on peut le faire au travers de la construction des villes. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Le gros problème pour Montpellier, c'est que c'est une ville compressée finalement entre les épisodes sévenols et la montée de la Méditerranée, et que dans cet espace limité, il faut arriver à faire passer les voies de communication, les équipements structurants, l'augmentation de la démographie et les 4000 habitants qui viennent s'y installer et 8000 sur la métropole, et préserver l'agriculture, l'arboriculture, la viticulture, la trame bleue, la trame verte et les espaces liés à la lutte contre les risques majeurs, incendies, inondations. Et tout ça, il faut le résoudre dans un espace contraint. La décision que nous avons prise de geler 2/3 de l'espace dans le SCOT est une décision sage, mais qui a une implication directe, densifier la ville existante. Et si Patrice Genet était là, ancien président du Conseil de l'Ordre des architectes, il dirait la ville durable, c'est la ville dense enroulée autour du rail. Voilà, donc ce sont un peu les principes de base avant la discussion que je voulais injecter suite à la question que vous m'avez posée. Et si on revient sur pardon. Petit Larsen. Toujours pour vous, Monsieur Sorel, si on revient sur il y a eu le vote de la création il y a quelques mois du Fonds d'urgence climatique qui comprend un volet immobilier sur les bâtiments végétalisés notamment, et puis il y a ce manifeste qui a été présenté qui lui aussi comprend un volet immobilier. Ça prévoit quoi? C'est quoi les objectifs qui ont été fixés? En fait, ce que j'ai présenté à New York il y a quelques jours, à l'invitation du secrétaire général de l'ONU, car ce document ici, le manifeste de Montpellier pour une ville écologique et humaniste, c'est un document qui a été repéré par l'ONU parce qu'il déclinait la construction de la ville à l'aune des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et j'ai été invité directement par le secrétariat du directeur général de l'ONU et pas par les réseaux des villes. C'est une invitation un peu particulière qui m'a permis d'expliquer cela sous deux angles. Le premier angle, c'est ce document-là qui est à la disposition et qui fait suite au guide Aura que les promoteurs connaissent, que j'avais créé lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme et que nous avons largement modifié et décliné à l'aune des 17 ODD. Premier point. Et deuxièmement, la création d'un FUC. Il faut bien le prononcer. Hein. Faites pas d'erreur. Hein. Surtout quand on est aux États-Unis. Donc, je le prononce en anglais, comme ça je ne me prononce pas. Climate Emergency Fund, donc c'est plus les mêmes initiales. Donc le fonds d'urgence climatique, c'est un fonds qui sera intégré dans le prochain budget de la ville, entre 10 et 15 millions d'euros, et qui aura pour but d'aider à la rénovation thermique
des bâtiments et la lutte contre les passoires thermiques, et deuxièmement sur la fonction de création de l'énergie solaire. C'est curieux, mais ici nous sommes une ville qui a 300 jours d'ensoleillement par an, et le solaire est utilisé que spasmodiquement. Ici sur un parking, là-bas sur une ancienne carrière de pierre, sur les halles des sacs, parce que je le propose, mais pas mes services. Ce qui veut dire qu'il y a un changement complet de mentalité à avoir. Sur l'école que nous venons de construire à Celle-Neuve, Pape Carpentier, c'est Ferry Castelnau, les architectes qui ont fait ça, et qui ont mis là aussi des panneaux solaires, comme on leur avait demandé. C'est une école autonome d'énergie. Hein. Mais c'est un changement complet de mentalité qui va révolutionner un peu la façon de construire la ville, pour que la ville revienne dans des concepts d'une ville acclimatée, c'est-à-dire réintégrée dans son milieu naturel en fonction du dérèglement climatique et avec sa proximité avec la nature. Voilà, ce n'est pas une idée nouvelle. Mais l'homme l'avait oublié pendant les 30 Glorieuses et un peu avant. Ce n'est pas une idée nouvelle. Les architectes le savent. Je le répète tout le temps, le traité de Vitruve, le traité d'architecture de Vitruve, que je vous invite à lire, un siècle avant Jésus-Christ, il dit clairement que quand on fait une rue comme ça, si on la fait comme ça, les enfants ont de l'asthme. Vitruve, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a des méthodes dans la construction des villes qui ont été peu à peu abandonnées parce que l'homme s'est cru tout puissant et a oublié un peu ces rapports harmoniques avec la nature. Il faut les retrouver. Et il faut les retrouver de façon équitable et solidaire. Parce que un des piliers du développement durable que souvent les experts, les professeurs d'écologie oublient, c'est la solidarité. L'aspect solidaire, l'aspect social. Merci pour cette parfaite transition, Monsieur Sorel, avec Pierre Tour. Pierre Tour, donc, vous êtes un des précurseurs en matière d'architecture environnementale sur la ville de Montpellier. Comment ça a commencé pour vous, il y a déjà quasiment une vingtaine d'années, cet intérêt marqué pour des bâtiments, une morphologie urbaine, vous allez nous l'expliquer, qui soit en cohérence avec le climat méditerranéen, qui lutte contre les îlots de chaleur urbains. Ça a démarré comment pour vous, ça ? Alors ça a démarré d'une manière tout à fait... C'était un peu latent chez moi, mais disons que c'est à l'occasion d'un concours lancé par la région pour le lycée dit du Pic Saint-Loup, qui est devenu Jean Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière, où le programme était très ambitieux, parce que dans les lycées, il y a des salles de classe qui atteignaient et qui atteignent encore à certaines époques de l'année 35 degrés, donc ce qui rend bien sûr l'enseignement totalement inadapté. Et donc, à l'occasion de ce concours, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Bornarel du cabinet Tribu, cabinet environnemental très connu. Et nous avons mis en place une réflexion que nous avons appelée la stratégie climatique. Et cette stratégie climatique, elle revient, cher Philippe, à retrouver les fondamentaux de Vitruve, c'est-à-dire comment on s'adapte à la morphologie du terrain, comment on réfléchit par rapport au vent, comment on réfléchit par rapport au soleil. Et dans ce lycée, on l'a traduit par 3 choses principales. L'orientation des salles de classe, exclure l'Est et l'Ouest, parce que c'est ingérable. La ventilation naturelle, déjà. Et ensuite, comment une protection solaire de toutes les parties vitrées. Il faut jamais le soleil atteigne une partie vitrée, tout en gardant un bon facteur de jour. Voilà donc les 3 fondamentaux que l'on avait mis en place sur ce lycée. On a réalisé ensuite avec Alain Bordarel d'autres lycées, collèges, une mairie à Juvignac, un hôpital à Alès d'ailleurs. Et puis on s'est dit, mais il faudrait étendre cette réflexion à l'urbanisme, parce que faire des bâtiments, à l'époque on disait des bâtiments HQE, maintenant on en parle un peu moins, mais que des bâtiments HQE, c'est pas très satisfaisant. Il faut passer à l'échelle du quartier, et puis peut-être après à l'échelle de la ville. Donc, on a eu l'occasion, sur un premier concours qui était lancé à Frontignan par la mairie, pour l'aménagement du quartier du Souffle, qui est devenu depuis la ZAC des Piels, où on a commencé à mettre en place cette démarche.
Et ensuite, la ville de Montpellier, alors que d'ailleurs Philippe Sorel était adjoint à l'urbanisme, a lancé un concours pour le quartier Rive-Gauche, pour lequel on a concouru. On a été déclaré lauréat en présentant donc un projet qui, je pense, avait quelques qualités. Manifestement. Oui. Et justement, quelles sont les caractéristiques propres à ce projet, justement, qui lutte notamment contre ces fameux îlots de chaleur urbains? On revient toujours sur cette fameuse stratégie climatique. Et en fait, c'est mettre en place une morphologie urbaine adaptée au climat méditerranéen. Et comment? Comment? Eh bien, on revient toujours, les fondamentaux. Philippe Sorel l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on oriente les bâtiments? Alors, sur le cas de Rive-Gauche, on avait à la fois une problématique et beaucoup d'atouts. On avait le quartier, il est pris, vous connaissez tous ce site, entre l'avenue Raymond Dugrand, l'avenue Théroigne de Méricourt, qui est perpendiculaire et qui va sur le pont de la République maintenant, et André Lévy, pardon. Il y a des choses qui restent, il faut effacer. Dont le pont André Lévy et bien sûr le Lez. Donc, il y a un des éléments qui était très important, c'était de marquer un alignement urbain assez fort sur l'avenue Raymond Dugrand, qui le justifie, prolonger ce qui a déjà été fait auparavant, et par contre, s'ouvrir sur le Lez. Ça nous a paru comme une évidence. On passait d'une rigueur ordonnancée à un espace qui est beaucoup plus poétique. La ripisylve du Lez est très belle, on le voit maintenant, avec cette promenade qui est tout le long du Lez. Donc ça, c'était un des premiers éléments. Et avoir donc les bâtiments qui étaient disposés face au Lez, qui étaient, je dirais, disposés en forme très ouverte. On n'a pas un front urbain continu. On a des formes ouvertes qui permettent de profiter de l'évapotranspiration du Lez. Et à cela, bien sûr, on a voulu ajouter une très forte végétalisation du site. Il y aura plus de 500 arbres de haute tige plantés sur le site de Rive-Gauche. Donc, la forme des bâtiments, ajoutée à l'évapotranspiration du Lez. Alors, je vous passe tous les détails. On a étudié aussi l'ensoleillement, on fait des héliodonques. Parce qu'il y a un élément qui est très important dans les villes, c'est qu'il ne faut pas que les bâtiments qu'on construit, qui sont maintenant relativement hauts, puisqu'on prône la ville dense, voire la ville intense, portent trop ombre sur les autres bâtiments. Sinon, il y a des gens qui resteraient toujours, je dirais, dans l'ombre, qui n'auraient jamais de soleil. Donc il faut faire des études par des héliodontes pour que la morphologie des bâtiments, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle soit particulièrement adaptée au climat. Alors, après, on a redécliné dans un cahier des charges destiné aux promoteurs architectes qui construisent les lots, toujours les mêmes items que ceux qu'on avait déclinés sur le lycée du Pic Saint-Loup, les orientations, la ventilation naturelle, c'est très important. Et puis, bien sûr, on essaie de proscrire des appartements mono-orientés à l'ouest. Un appartement mono-orienté à l'ouest, c'est très difficile à gérer. Voilà un peu les grandes thématiques de ce que nous avons repris. Monsieur Sorel, je vous en prie. Je vais rajouter, parce que le cahier des charges de la ZAC, je l'ai dans ma tête depuis le début. Donc il faut rajouter tout ce qui a été fait, qui n'a pas été dit par Pierre, parce que ça touche aussi l'urbanisme et l'espace public qui appartient à la ville. Mais outre le renforcement de la trame verte qui a été phénoménal, il y a eu le traitement des espaces publics avec toutes les relations en mode doux qui ont été réinventées sur toute la ZAC Rive-Gauche. La ZAC Rive-Gauche, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Elle a été primée à plusieurs reprises. Elle a fait l'objet de plusieurs émissions télévisées sur TF1, sur France 2, sur France 3, au niveau national. Les prix que tu as eus, ils sont très importants dans le cadre d'Écocité. Elle est labellisée. Elle est labellisée. C'est un des premiers quartiers qui a été construit de cette façon. Et nous l'avons fait avec le guide Aura, dont je parlais tout à l'heure, qui est à la base du manifeste de Montpellier. Et pour le guide Aura, je tiens à remercier Patrice Genet, je l'ai fait tout à l'heure, mais aussi Christian Charignon, l'architecte qui a conçu Grenoble et qui a fait labelliser ce guide au ministère de l'Environnement, comme ce guide a été également présenté au ministère de l'Environnement vendredi dernier.
Laurent Villaret, on parle de plus en plus, on en voit de plus en plus des labels. Alors pour les côtés aménageurs, les écoquartiers, il y a étape 1, 2, 3, les bâtiments HQE, même si on parle un peu moins de ça en ce moment, les bâtiments durables méditerranéens. Le promoteur que vous êtes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que peut-être on risque, même si tout ça tend vers le bon sens, est-ce qu'on ne risque pas de perdre un peu en lisibilité auprès de la population? Déjà, il n'y a pas que les labels, il y a la réglementation thermique déjà. Aujourd'hui, c'est la réglementation thermique 2012 qui s'applique, qui va devenir 2020. Un simple postulat pour cette nouvelle réglementation thermique, c'est qu'un bâtiment, quand il va être construit, ne pourra pas consommer plus que ce qu'il produit comme énergie, à minima. Donc, toute une histoire pour nos promoteurs, pour équilibrer les projets, mais on sait déjà le faire, pas à grande échelle. Ce serait intéressant qu'on puisse le faire à grande échelle, et finalement, on va être un peu obligé. Donc, ça, c'est la réglementation. Après, vous avez les labels. Effectivement, je vous en cite quelques-uns. Vous avez le NF-HQE, le NF Habitat, vous avez le BREEAM pour les bureaux, vous avez le label F-Énergie, vous avez Habitat et Environnement, et puis vous avez le BPOS, qui est les bâtiments énergie positive, ce qui se rapproche un peu de l'RT 2020. Je pense que les labels valident les engagements des promoteurs à donner des démarches dédiées à l'écologie et à l'environnement, c'est très bien. Après, nous qui sommes en contact direct avec les citoyens, puisqu'on leur vend des biens immobiliers, on les loue, ça ne parle pas beaucoup aux citoyens quand même. Je pense que... Et puis, la profession a un peu, parfois, l'impression de percevoir le label comme un cahier des charges, et donc le développement durable uniquement comme un cahier des charges. Alors, je ne suis pas contre les labels, il faut bien des règles, donc il faut continuer. Après, je pense que le développement durable et l'écologie, puisque c'est le sujet, ce n'est pas qu'une affaire de label. Je pense que, et là je m'adresse un peu à l'urbaniste que tu es, je pense que la vraie question, c'est comment on peut intégrer le vivant comme critère, comme paradigme de base dans la transformation urbaine aujourd'hui. Ce qu'on a un peu perdu au fil des années avec effectivement la révolution industrielle, les 30 glorieuses, etc. C'est ça la vraie question. Moi, je crois beaucoup au label citoyen. Je pense qu'il faut essayer de trouver des labels qui parlent aux citoyens et qui sont tournés vers les usages, puisque c'est la tendance aujourd'hui. Donc quand une opération immobilière est envisagée, il faut essayer d'engager des initiatives citoyennes autour, dédiées au développement durable. Et on le fait déjà. Hein. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez, j'ai visité une ZAC, un opérateur qui s'appelle Eiffage, qui a créé une ZAC à Châtenay-Malabry, qui a acheté l'école centrale de Paris. Ils ont, un exemple d'initiative citoyenne, ils ont concerté toute la population autour pour savoir s'il n'y avait pas intérêt à concasser le béton de l'école sur place et éviter et permettre dans la nouvelle construction que 20 à 30% du béton du futur ensemble immobilier soit le béton de l'école centrale. Donc ils ont évité à peu près 6000 rotations de camions. Et puis après, dans l'école centrale, vous aviez des stocks énormes de mobilier, de bureaux, et c'est des associations locales qui ont recyclé l'ensemble de ces déchets préalables à la construction. Donc ça, je ne sais pas si ça peut être un label citoyen, mais ça, c'est une démarche engageante et qui parle aux citoyens et qui réconcilie aussi l'image que la profession a vis-à-vis de ces sujets. Oui, je vous en prie. Je voudrais saluer ce que vient de dire Laurent Villaret et le valider totalement sur les chantiers qui prévoient ce que les anciens appelaient le réemploi. Les anciens, quand ils démolissaient un ouvrage, ils récupéraient les pierres, ils les reconstruisaient. Ils les réutilisaient pour les nouvelles constructions. Eh bien, c'est ce que nous faisons avec le cabinet MDR, Matt Devaux-Rousseau, pour la construction du conservatoire sur l'ancienne maternité, où là, les bâtiments ont été démolis. Moi, j'ai vu toutes les étapes du chantier. Les pierres ont été récupérées dans un coin de la parcelle. Le métal a été trié et mis de notre côté pour être reconfiguré ailleurs. Et les pierres ont été récupérées pour pouvoir être réemployées dans le nouveau chantier, ce qui fait un chantier propre et qui évite aussi les norias de camions qui génèrent de l'énergie grise. On revient à des relations de bon sens. Raymond Dugrand, quand j'ai pris l'urbanisme, je suis allé le voir. Je lui ai dit, Raymond, quel est le conseil que tu me donnes? Il me dit, c'est facile.
L'urbanisme, c'est 80% de bon sens. Voilà, donc on revient à ce bon sens-là, et t'as mieux. T'as mieux. Serge Noz, vous représentez les constructeurs aménageurs pour la FFB d'Occitanie. Comment ça s'est traduit dans votre profession, cette prise de conscience des enjeux environnementaux? Alors, je veux préciser qu'au niveau de la FFB, il y a aussi des promoteurs. Pas à la même échelle que mon confrère à côté, plus petite échelle, il y a aussi des promoteurs. Donc on est aussi confronté à ces problèmes. Alors l'approche environnementale, eh bien, on l'a subie, et on sait faire, puisque les différentes réglementations, et je parle de la dernière, la RT 2012, on se rend compte que les exigences qui étaient demandées à la maison individuelle étaient supérieures à celles qui étaient demandées dans le collectif. La prochaine réglementation, elle ne va pas s'appeler RT 2020, elle s'appelle déjà RE 2020, c'est-à-dire réglementation environnementale, donc on est en plein dedans. Alors la difficulté, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, tout ne peut pas se passer dans Montpellier. Alors dans Montpellier, on est capable de faire de très beaux immeubles, de très belles résidences, avec des toits végétalisés, c'est très bien. Ça coûte, les appartements coûtent entre 5 000 et 6 000 euros du mètre carré. La maison individuelle, on n'a pas trop de place. Sur la place d'Accompagnie, on ne pourra jamais construire. On est plutôt à la périphérie des villes et dans les villages. Et dans les villages, on se rend compte que pour arriver à financer les primo-accédants aujourd'hui, parce que c'est ceux-là qui est le gros de notre clientèle, dans la pyramide, c'est le bas de la pyramide, bien aujourd'hui, avec le financement que l'on a aujourd'hui, vous savez qu'il va être réduit à la fin de l'année, parce que normalement, on nous supprime le prêt à zéro et on nous a déjà supprimé l'APL accession. Un couple de 2 SMIC peuvent construire entre 170 et 180 000 euros. Alors, pour préparer cette réunion, j'ai entendu parler de végétalisation de toiture, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est vrai que ça apporte beaucoup de choses au niveau de la construction. Et je me suis amusé avec quelques confrères à chiffrer une maison basique de 90 mètres carrés, R+1, parce qu'on va travailler de plus en plus sur la densification, et c'est une bonne chose, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et puis le prix des terrains, ça nous arrange, parce qu'on est obligé de travailler sur des terrains plus petits. Donc on est R+1, et on s'est rendu compte que remplacer une toiture traditionnelle en tuiles par un toit terrasse végétalisé, eh bien, les coûts entre nous étaient entre 14 000 et 15 000 euros de plus. Quand vous avez un financement entre 17 et 170 000 et 180 000 euros, c'est énorme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent construire. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès de cette végétalisation. On se rend compte que quand on veut densifier justement des lotissements, il est de bon ton, à mon avis, de remplacer les anciennes clôtures béton qu'on voyait qui ghettorisent les petits terrains par des clôtures végétalisées. D'abord, ça prendra moins de place et puis ça aura le même effet. Ce sera beaucoup plus facile à entretenir au niveau de la clôture qu'au niveau du toit. Alors, aujourd'hui, la construction, eh bien, elle va dans ce sens-là. Moi, je suis un migrant du nord de la France, je le dis souvent, je suis arrivé en 80 dans le Midi, j'y suis bien, j'y resterai. Mais j'ai travaillé aussi en Allemagne et j'ai constaté qu'en Allemagne, déjà à l'époque, on utilisait le soleil davantage qu'ici. Moi, quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de pétrole dans la région, mais il y a beaucoup de soleil. Et le soleil n'envoie jamais de facture. Je ne comprends pas pourquoi on n'impose pas davantage le photovoltaïque dans cette région. On a des heures, vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, des heures d'ensoleillement qui sont extraordinaires. Et aujourd'hui, je peux vous dire que utiliser le photovoltaïque dans une maison, ça coûte moins cher que de faire un toit végétalisé. Et le toit végétalisé, c'est génial, sauf que cette année, on a eu des chaleurs extraordinaires. Beaucoup de toitures sont mortes. Et là, pour remonter à 8 mètres de haut pour aller refaire une toiture, ça ne va pas être facile. J'ai un exemple, moi j'habite à Nîmes. À Nîmes, il y a la devanture, toute une façade du Leclerc qui était végétalisée. Et cette année, au mois de juillet, tout est mort à cause de la chaleur. Donc, est-ce que ça ne peut pas être la seule voie? Bien sûr, c'est sympa, dans une ville, ça peut se faire. Sur le domaine individuel, ça ne peut pas être la panacée de toute façon, à mon avis. Je vous en prie, M. Sorel, une réaction. J'en profite parce que je partage ce point de vue. Végétaliser, c'est bien, mais il ne faut pas faire n'importe quoi et n'importe où. Sur les maisons individuelles, je voudrais citer l'œuvre d'un architecte montpelliérain qui vient de nous quitter et que vous connaissez, Guy Grégory, qui a fait les premières maisons gérées au niveau thermique, uniquement par l'orientation. Du côté de Sussargues, il y a eu 2 villas qui ont été primées. Je ne dis pas des bêtises. Elles ont été primées, validées, patrimoine remarquable du XXe siècle. Et ce sont des maisons qui ont une 50aine d'années, 40 ans. Mais elles ont été orientées uniquement avec des pierres. Et les ouvertures ont été retrouvées comme les bâtisses du Moyen-Âge, des petites ouvertures au nord et ouvertes vers le sud, avec des préaux pour protéger du soleil. Et là, la ventilation est naturelle, tout simplement. Et évidemment, le photovoltaïque, je partage votre point de vue, le fonds d'urgence climatique est destiné
à valoriser, à aider, à multiplier les projets de photovoltaïque en sachant qu'il y a une problématique nationale sur le sujet, c'est que quand on met des panneaux photovoltaïques, l'électricité qu'on en retire, elle est vendue à EDF. On ne peut pas la récupérer immédiatement. On a... Non, c'est pas vrai. Vous arrivez à le faire? Non, on a des installations. J'ai plus le micro. On a des installations aujourd'hui qui sont en autoconsommation. Et le surplus que vous produisez est revendu au prix d'achat normal. Mais en priorité, les installations sont en autoconsommation. Donc c'est tout à fait rentable. Là-dessus, les avis divergent, parce que moi, on m'a dit qu'on ne pouvait pas le faire. Ah si. Je fais 95% des maisons avec du photovoltaïque. Ok. Mais t'as mieux. Si on y arrive maintenant, c'est... Il y a débat. Pierre Tour, une réaction justement quand vous entendez M. Noche dire bah oui, tout le végétal c'est bien, mais enfin ça vieillit pas toujours bien, il faut pouvoir l'entretenir. Qu'est-ce que vous préconisez justement en la matière? Alors moi je pense que, j'ai un réflexe peut-être de terrien, mais pour moi l'idéal c'est le végétal en pleine terre. Ça c'est majeur parce que c'est là qu'on peut avoir de grands arbres, et c'est les grands arbres qui nous protègent, carbone, etc. Bon. Alors ensuite, le végétal, on peut le décliner. Alors sur les façades, là, moi, je suis extrêmement, je dirais, précautionneux parce qu'on s'aperçoit que les façades, surtout, comme le disait monsieur, avec les canicules qu'on a connues et qu'on va connaître, sur les façades, ça grille. Et à moins de l'entretien, il faut un arrosage permanent, un entretien très coûteux, ça pourra être réservé à quelques immeubles emblématiques, mais ça ne pourra jamais être généralisé. Ça, il ne faut pas y compter. Ensuite, il y a les toitures terrasses végétalisées. Alors bon, je comprends que sur des villas, ce ne soit pas toujours évident. Sur des immeubles, on l'a fait. Bon, c'est vrai qu'il va falloir craindre les années à venir. Il faut que ce soit très bien fait. Je ne pense pas qu'on puisse, là aussi, sauf immeubles très particuliers, avoir des végétations très, très grandes. Alors c'est vrai que généraliser la toiture terrasse végétalisée, surtout en ville, sur les immeubles, c'est un avantage, c'est que ça favorise la biodiversité, les insectes, etc. Donc ça, c'est quand même un point positif. Bon, de notre côté, si on végétalise la toiture, on a du mal à mettre du photovoltaïque sur la toiture. Parce que, oui, il faut choisir. Voilà, donc si vous voulez, c'est comme dans toute chose, hein, il faut arriver à peser. Et après, il y a ce qu'on fait, les forêts sur dalles. On en parle beaucoup à Paris. Hein, bon. Il y avait un article récemment du paysagiste des vignes qui expliquait comment il a fait des forêts au Japon. Mais enfin, c'est quand même au centre de Tokyo, il a fait une forêt, il a planté les arbres à côté sur une colline pendant 5 ans pour qu'ils s'habituent, je dirais, au climat. Après, ils sont replantés. Bon, c'est très beau. Il en fait 2 à Paris aussi, d'ailleurs. Mais là aussi, quand on en parlera avec des promoteurs, je pense que le coût sera rédhibitoire. Donc, je pense que ça peut être aussi des exemples emblématiques. Bon, Philippe Sorel envisage de reprendre toute la place de la Comédie, le centre, etc. Là, effectivement, ça peut justifier d'avoir des plantations sur dalles. Voilà mon avis. Vous voulez rebondir sur la place de la Comédie, justement? Je partage le point de vue de Pierre sur la plantation des arbres. Il faut qu'ils soient en pleine terre pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils sont capables d'atteindre des hauteurs importantes qui assurent l'ombre et donc l'aspect thermique, la protection thermique des habitants et des habitations, mais aussi parce qu'ils ont une vertu de transparence hydraulique. Les arbres, le système racinaire des arbres lutte contre les inondations. Et dans une région comme la nôtre qui est soumise au risque majeur d'inondation, il n'est pas désintéressant ou inintéressant de planter des arbres à la fois pour la canopée mais aussi pour le sous-sol. L'aspect hydraulique, on n'en a pas parlé mais il est fondamental. L'aspect hydraulique, nous devons le gérer sur les grandes mailles de ville, nous devons le gérer sur les réseaux primaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle la trame bleue et les bassins versants, mais nous devons aussi le gérer à la parcelle, parce que chaque parcelle doit maintenir une transparence hydraulique claire pour permettre au terrain naturel de respirer. Et là, on peut planter des arbres. Ce que nous avons fait sur les halles des sacs, la place et les sacs, il n'y avait pas un seul arbre. Maintenant, personne ne le voit, parce que les gens sont habitués et ils en profitent. Mais il n'y avait pas un seul arbre sur les sacs. On a cassé le parking, on a refait une halle Baltard avec des panneaux photovoltaïques
Et on a planté 8 micocouliers. 8 micocouliers qui sont les arbres classiques des villes anciennes et qui se développent rapidement et font une ombre assez douce. Ce qui permettra aux bars, aux restaurants, de pouvoir s'étaler sur la place et aux gens de vivre la place, au-delà de la halle. Et la halle fonctionnera dedans-dehors. Donc ces petites interventions qui peuvent paraître anodines, eh bien, elles sont très importantes pour la vie quotidienne des habitants. Lorsque nous avons pris la décision de Montpellier Cité-Jardin, la végétalisation des rues, les plantations d'arbres 2 fois par an, 1000 arbres dans la ville, et nous poursuivons cela. Vous avez vu que le club de foot, chaque fois qu'il marque un but, il plante 5 arbres. Ben ça, c'est un cercle vertueux. Et c'est ces habitudes-là qu'il faut commencer à intégrer progressivement. Comment le cadre réglementaire peut aider les promoteurs à tendre vers plus de biosourcés, plus des constructions qui sont plus pro-environnementales, entre guillemets? Est-ce que ça peut être une clause environnementale généralisée dans les appels d'offres? Comment on peut faire pour soutenir un peu les promoteurs? Alors, déjà le premier point, je vous rassure, l'ensemble de la profession est très concerné par ces sujets. On n'attend pas la réglementation pour nous dire qu'il faut travailler plus sur le développement durable et l'écologie, pour la bonne et simple raison que 92% des Français, alors des études qui ont été faites, estiment qu'il n'y a pas assez de nature en ville. Donc en fait, vous avez aussi les jeunes diplômés, 83% des jeunes diplômés qui aspirent à avoir un lieu de travail en nature, un lieu de travail vert. Donc en fait, ces aspects développement durable et écologie, ça sont devenus pour nous des facteurs d'attractivité. Ça, c'est vraiment un point de vue marché que je vous donne. Après, il y a 2 éléments pour nous aider à développer plus de matériaux biosourcés, etc. Parce que utiliser des matériaux biosourcés, moi aussi j'aime bien la maxime de François Fontès, c'est aussi générateur d'identité pour nos résidences. Quand vous faites une résidence, je ne sais pas, à Castries par exemple, l'identité liée à la pierre, elle est très forte. Pour autant, on ne peut pas tout construire en pierre. Voilà. Alors, si on parle des filières, il faut développer les filières pour travailler sur des matériaux biosourcés. Il faut les développer de façon très forte. Et là, c'est une affaire, je suis peut-être choqué, mais c'est aussi une affaire de lobby. Il faut énormément développer les filières pour arriver à des prix, à des coûts techniques qui soient comparables aux matériaux qu'on utilise aujourd'hui. Une tour en bois, ça coûte 20-25% plus cher aujourd'hui qu'une tour en béton. Alors, après, à epsilon près de l'architecture, etc. Donc, forcément, il faut développer les filières et il faut que les lobbies agissent pour nous aider. Après, je pense qu'il y a un deuxième élément majeur. Je repense d'ailleurs à la contribution que la FPI a faite sur la modification de la grille Aura récemment. Je pense que les PLU en France sont assez figés, sont en retard. Ils ne sont pas assez polymorphes, ils ne sont pas assez faciles d'utilisation. Je pense que dans les PLU, puisque finalement densifier en hauteur, c'est un peu un acte écologique, hein, puisqu'on libère du sol, il faudrait que les PLU nous donnent puisque le COS n'existe plus, vous savez, il faudrait que les PLU nous donnent des bonus de densité en contrepartie d'utilisation de matériaux durables ou d'actes écologiques dans les projets, d'actes liés à la mobilité verte, etc. Et je pense que ça engagerait encore plus, de façon très opérationnelle, la profession à le faire. Voilà. Et le fait que tout le monde ait la même règle aussi ne crée pas de disparité entre les projets, leur économie, etc. Voilà. Pierre Tour, vous vouliez réagir ? Je voulais réagir sur quelque chose que je n'ai pas assez souligné tout à l'heure, c'est le phénomène de l'îlot de chaleur urbain, qui est lié beaucoup aussi à la végétalisation. Dans le phénomène de l'îlot de chaleur urbain, maintenant, il est très connu. On s'aperçoit que la température en ville peut être de 5 à 10 degrés plus élevée que la température à l'extérieur de la campagne. Donc là aussi, avec les années qui viennent, c'est un phénomène qui va devenir de plus en plus, je dirais, à étudier, à essayer de réguler. Bon, la végétalisation est un premier point. Ce qu'il faut faire impérativement, c'est des îlots ouverts. L'îlot fermé en carré, c'est à bannir absolument, puisqu'en fait, on a une stratification de l'air au milieu et on ne peut pas ventiler. Donc, c'est ce j'avais prôné
sur la ZAC des Pieds à la Frontignan, avec justement des parties centrales qui soient en pleine terre, pour qu'elles soient végétalisées pleinement. Mais il y a une réflexion qui m'est apparue, et justement à l'occasion de la construction de Rive Gauche, et qui a été confortée par une étude que j'ai vue par un chercheur du CNRS, c'est qu'en fait, une ville ordonnée sera beaucoup plus chaude qu'une ville un peu désordonnée. C'est paradoxal, mais les villes américaines avec le plan en damier, quadrillé, d'après l'étude de ce chercheur, sont beaucoup plus chaudes qu'une ville qui a un plan beaucoup plus fractionné, avec ce que disait Philippe Sorel tout à l'heure, des rues orientées différemment. Et ça, c'est un point extrêmement important pour les urbanistes, parce que bon, pendant des générations, les urbanistes faisaient des plans taillés et tirés au cordeau. Et maintenant, il faut réfléchir différemment. Donc, c'est ce point que je voulais souligner, que je n'avais pas évoqué tout à l'heure. Une ville désordonnée, ça peut paraître paradoxal, monsieur le maire. Monsieur Sorel et monsieur Villaret ensuite. Moi, ça ne me choque pas. Hein. Ça ne me choque pas parce que je sais que la ville, c'est une émanation de l'homme. La ville, c'est un tissu vivant, donc il réagit exactement comme l'homme, qui l'a construit, qui l'a bâti au fil des générations. Et l'être humain, comme disait Georges Bataille, il est ainsi fait. 80% de gérables et 20% de parts maudites. C'est comme cela que Georges Bataille appelle cette partie de l'être humain qui échappe tout le temps et qui fait finalement sa spécificité. Il ne faut pas tout ordonner, parce que quand tout est trop bien ordonné, c'est un musée qu'on fabrique, ce n'est pas une ville. Il faut qu'il y ait un peu de bordel dans la ville. Sinon, ce n'est pas une ville. Sinon, ce n'est pas une ville. Il faut simplement qu'il y ait un consensus de vie dans cette ville et pour une grande majorité, les gens s'y retrouvent. Mais il faut laisser un peu de liberté. Parce que s'il n'y a plus de liberté, c'est le goulag. Là, les cabanes dans lesquelles sont les prisonniers, elles sont bien ordonnées. Voilà, il faut laisser un peu de respiration à la ville. Je voudrais ajouter que la ville, c'est un palimpseste. Vous savez ce que c'était un palimpseste? C'est un manuscrit sur lequel on grattait, on réécrivait, parce qu'à l'époque, la peau sur laquelle on écrivait, ça coûtait très cher. Donc la ville, c'est un palimpseste. C'est-à-dire surtout la ville ancienne. On gratte, on détruit, on reconstruit. Donc c'est une image qui est forte. Ça vit, ça évolue. Laurent Villaret. Je vais juste réagir sur l'architecture, la végétalisation en façade, puisque c'est dit. Moi, je pense pas qu'il ne faille pas planter sur les étages. Je pense justement que quand on est dans une ville très verte comme la nôtre, et c'est ce qui fait son identité, et pour moi, je dis pas sur tous les projets, faire grimper la nature en façade, c'est presque un acte d'urbanisme, un acte architectural, on va dire. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est les charges. Parce que le vrai sujet de la végétalisation en façade, c'est la pérennité. Comment vous posez des arbres sur une façade et comment vous les tenez. N'y a-t-il pas du travail à faire comme à Milan, où vous avez un immeuble qui s'appelle le Bosco Vertical, qui marche très très bien, parce que tout simplement, les Italiens ils recyclent les eaux grises du bâtiment pour arroser les plantes. Ça, c'est un vrai acte écologique qu'on peut faire à l'échelle de chacun des bâtiments. Je pense qu'en plus, nos clients acquéreurs ont besoin de nature aussi en façade, parce que quand vous mettez un arbre sur votre terrasse, vous créez aussi de la fraîcheur, vous attirez de la biodiversité, c'est quand même très agréable. Et c'est un peu, et dans les espaces communs, on crée aujourd'hui un peu des communs de nature, quoi, des communs qui, c'est un peu la superposition du jardin qu'on a au rez-de-chaussée, qu'on a aux étages quand on n'a pas envie de descendre. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur les charges, parce que la pérennité, elle est liée aux charges. On voit même parfois des résidences que l'on crée, où quand on met une fontaine en circuit fermé, les gens vous l'arrêtent de peur que ça coûte trop cher. Bon, c'est dommage, ça coûte rien, c'est en circuit fermé. Donc il y a un vrai... C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut parler aux citoyens sur l'écologie, parce qu'il faut que les gens comprennent. Et après, il faut aussi une réglementation quand même qui nous aide, parce que recycler des eaux grises pour arroser des plantes, ça suppose des obstacles réglementaires. Monsieur Sorel. Ouais, sur la biodiversité, parce que Laurent Villaret a souligné le problème de la
biodiversité, nous avons signé à la métropole de Montpellier une convention avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, et avec M. Bougrain-Dubourg, qui est venu la signer avec nous. Je crois que ce pourrait être une contribution des promoteurs lorsqu'ils construisent un programme, c'est de s'engager à installer sur les toits des nouveaux immeubles un nichoir ou 2 nichoirs pour une espèce particulière. Nous l'avons fait à la mairie puisque nous avons sur le toit un nichoir spécifique pour les faucons cresserelles qui sont là et qui se reproduisent. Hein, et on peut le faire aussi pour d'autres espèces. À la région, ils ont des abeilles, je crois. Pas les abeilles, ne confondons pas. Mais sur le toit de la mairie, nous avons fait cela. Et je crois que c'est important de le faire aussi dans les parcs. Nous le ferons à l'EAI. Hein. Tout ce qui est abri et protection des espèces va dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique. Je vous rappelle le merveilleux livre de Michel Clément qui s'appelle « Le tiers paysage » et qui indique que c'est dans les délaissés que les petites espèces continuent à se reproduire et que peut-être un jour, c'est de leur ADN que survivra l'espèce humaine. C'est un peu utopique, mais c'est un joli message. C'est un joli message. Serge Nauge, Laurent Villaret faisait allusion. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, peut-être qu'il y a peut-être aussi un besoin de pédagogie, un travail de pédagogie à faire auprès de la population? Vous parliez, Laurent Villaret, de l'exemple de cette fontaine. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu aussi expliquer aux gens que le bois, c'est bien, on ne peut peut-être pas faire encore du tout bois, mais que voilà, de leur expliquer peut-être les bonnes pratiques pour les accompagner justement, pour aller vers du plus environnemental? Non seulement il y a de la pédagogie à faire auprès de nos futurs acquéreurs, mais au niveau de nos adhérents, puisque la réglementation thermique, qui n'est pas une réglementation thermique, mais une réglementation énergétique 2020, donc c'est l'année prochaine, oblige à réfléchir sur l'empreinte carbone de nos constructions. Aujourd'hui, je donne un exemple, une maison de 85 mètres carrés grosso modo va coûter par an, entre le chauffage et la production d'eau chaude, 250 € à peu près. Après le reste, c'est l'utilisation personnelle des gens. Eh bien, cette utilisation personnelle, puisqu'on parle de photovoltaïque et ça sera de toute façon l'avenir, ça sera incontournable, eh bien, on commence déjà, puisque certains sont en avance, à expliquer aux futurs acquéreurs que la machine à laver, c'est plus le soir à 11h qu'il faut la faire fonctionner, mais c'est à midi ou à 13h, voire avec une gestion, si la météo dit que le soleil viendra l'après-midi, non pas le matin, ben faire travailler la machine à laver, par exemple, l'après-midi. Il y a des économies à faire à ce niveau-là. Ça, c'est indéniable. Il y a aussi un phénomène, c'est l'orientation. Vous en parliez très justement tout à l'heure. Aujourd'hui, les lotisseurs sont obligés de faire très attention sur la distribution de leur terrain parce qu'on sait bien qu'une orientation optimale, 180 degrés plein sud avec les grands séjours protégés, comme vous disiez, c'est très bien. Pas trop parce qu'en hiver, il faut que la chaleur rentre et qu'on ait de l'éclairage et du chauffage gratuit. Eh bien, on va apporter de l'énergie gratuite à la construction et on ne devra que compenser avec des équipements. Alors les équipements, la construction, ben, c'est des matériaux. Alors aujourd'hui, on constate qu'il se construit des maisons en briques, en bois, en béton. Ce n'est pas la mort du béton, puisqu'on constate aujourd'hui que la fabrication d'éléments en béton, elle est locale. Il n'y a pas une ville qui n'a pas une ou deux centrales. Par contre, la brique, il faut aller la chercher un petit peu plus loin. Mais c'est quand même une tradition de la région, la brique, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a des constructeurs qui font du bois. Alors, tout le monde ne peut pas faire du bois non plus parce qu'il n'y a pas assez de bois dans la région pour faire toutes les maisons en bois. Puis, elles coûtent beaucoup plus cher, on le sait. S'il faut aller le chercher plus loin, ben, l'empreinte écologique. Alors, l'empreinte écologique des constructions de demain, c'est quoi? Eh bien, c'est l'extraction, fabrication des produits, le transport, le traitement, le transport sur chantier, la construction, combien ça coûte en carbone, et la démolition dans 50 ans. Donc il y a des produits qui vivent très bien dans 50 ans, puisque le béton, eh bien, on peut très bien recycler très facilement. Donc il y a une recherche de produits, je dirais, moins coûteux en carbone, puisque nous serons jugés sur nos maisons demain. On ne devra pas dépasser un niveau de carbone. Alors la consommation, la RE, niveau 1, niveau 2, niveau 3, on va réduire la consommation, mais là on est tellement bas. C'est pas là qu'on va faire les gros efforts. Les gros efforts de demain se font sur l'empreinte carbone des constructions. C'est ça l'objectif de demain de la maison individuelle. Et demain, c'est vraiment demain, c'est 2020. Mi-2020, à mon avis, ça va être appliqué. Certains le font déjà, heureusement.
Pierre Tour, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a un peu de pédagogie à faire, notamment par exemple dans cette utilisation des eaux grises ou usées pour certains usages? Là, c'est évident parce qu'effectivement, en Allemagne, on le voit très bien, on peut utiliser les eaux grises. Utiliser de l'eau potable pour une chasse d'eau, de WC, ça paraît quand même un peu aberrant. Bon. Mais en France, c'est interdit par la réglementation d'utiliser des eaux grises. Bon. Laurent Villaret parlait de les utiliser pour l'arrosage de plantes sur des terrasses. Ça pourrait être parfaitement vu, mais il faut que la réglementation évolue. Donc ça, c'est un élément très fort. Je reviens d'ailleurs très, très rapidement sur ce qu'a dit Laurent concernant la végétalisation des façades. Moi, quand je parlais de végétalisation des façades, je parlais des murs végétaux. Mais par contre, il est évident que d'avoir un arbre sur sa terrasse ou même ne serait-ce que des plantes ou autres, c'est très agréable. Et ça ne coûte pas très cher. Moi, j'ai fait des jardinières sur des immeubles il y a près de 30 ans ou 40 ans et ça a toujours très bien fonctionné. Laurent Villaret, on parle beaucoup de nouveaux programmes immobiliers qui sont bien orientés, qui respectent beaucoup de ces contraintes environnementales. On peut parler de contraintes, mais quid du diffus, quid de l'ancien? Quel est le surcoût là, quand il s'agit de rénover énergétiquement, d'adapter des bâtiments existants? Est-ce que là c'est jouable dans l'hypercentre montpelliérain à un coût raisonnable? Bien sûr que tout est jouable. C'est toujours une affaire d'équation économique. Je pense que d'ailleurs, on a un grand chantier, un grand marché qui s'ouvre à nous en France sur l'achat en bloc de copropriétés dégradées, d'ensemble dans l'ancien. Le ministère estime, alors je ne sais pas si c'est qu'il y a plus de 60 000 logements déjà construits à acheter en bloc, rénover et revendre ou louer. Et de toute façon, c'est toujours la même équation, sauf qu'on part d'une rénovation et on livre des logements qui devront être conformes à la RE 2020 si on doit acheter. C'est des gros marchés sur lesquels on n'est pas encore... des gros marchés. C'est pas ces marchés-là qui viendront combler la contraction qu'on voit actuellement au niveau national, évidemment, puis tellement elle est forte. Mais c'est des marchés qui s'ouvrent à nous, qu'il faut absolument explorer et qu'on n'a pas encore vraiment... abordé, mais bien sûr que dans l'ancien c'est possible. Ça existe déjà à l'échelle de chaque unité d'appartement rénové. Le Pinel ancien existe. Pas que le Pinel dans le neuf. Le Pinel ancien, il vous oblige à livrer un appartement conforme à la RT 2012, qui est la même norme que dans le neuf. Monsieur Sorel. Oui, moi je voudrais enfourcher le cheval qu'a développé Monsieur Doge tout à l'heure concernant l'empreinte carbone et les matériaux. Le bois n'est pas tellement utilisé dans le Midi, dans le bas Languedoc. Et pourtant, il n'y a aucune contre-indication pour pouvoir le faire. Aucune contre-indication. Si ce n'est le bois lui-même, qu'il faut acheter relativement près du lieu de construction. Les ouvriers du Moyen-Âge établissaient leurs ateliers en bas des édifices, pour leur permettre de sculpter les pierres et de les monter les unes après les autres. Et bien là, il faut que nous ayons les ressources proches des lieux de construction. C'est la raison pour laquelle nous avons passé notre contrat avec l'agglomération des Monts de la Cône dans le parc régional du Haut-Languedoc pour pouvoir acheter le bois énergie pour alimenter les centrales trigénération des quartiers de Montpellier, mais aussi le bois construction qui est du Douglas traité, au lieu de l'acheter dans le nord ou au lieu de l'acheter en PACA. Désormais, nous sommes en réflexion pour faire la même chose avec les filières pierres. Et au lieu d'acheter le granit en Bretagne ou le granit noir en Afrique du Sud, il vaudrait mieux peut-être l'acheter un peu moins loin. Ça permettrait de réduire l'empreinte carbone. Voilà, donc c'est ce raisonnement-là sur les circuits de proximité, les circuits courts, qu'il faut aussi qu'on intègre. Donc c'est plusieurs données qui doivent faire changer nos habitudes. Alors il nous reste quelques minutes. Je vous propose qu'on essaie de se faire un exercice un peu de projection, d'imaginer un peu ce que sera, par exemple, le Montpellier de 2050, en termes architecturaux, bien entendu.
Pierre Tour, selon vous, en termes d'immobilier environnemental durable, qu'est-ce qu'on peut voir émerger comme tendance, qui peut-être sont déjà là, mais au balbutiement actuellement, qui pourrait monter en puissance? Alors comme tendance, je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense que les nouveaux quartiers devront répondre au mieux à ces principes que j'ai déclinés, parce que si on veut lutter contre l'îlot de chaleur urbain, c'est absolument nécessaire. Au-delà de ça, je pense qu'une des grandes évolutions, Laurent en a parlé, c'est les matériaux biosourcés. En fait, dans l'évolution de la construction en caractéristiques environnementales, il y a eu une période qui était très axée sur le soleil, le solaire. Bon. Après, on a parlé plutôt du bâtiment, sur le contexte, comment le bâtiment a été construit, le bâtiment passif, la morphologie, l'adaptation à la morphologie environnementale. Maintenant, je pense qu'on arrive dans la période où on veut utiliser des matériaux biosourcés, des matériaux de réemploi, comme disait M. le maire tout à l'heure, des matériaux locaux, ça paraît tout à fait évident. Et je pense que pour l'avenir, j'en reparlais encore récemment avec Alain Bornarel, son sentiment, c'est qu'il faut qu'on aille vers une certaine sobriété, frugalité ou sobriété. C'est les mots de Pierre Rabhi, hein, la frugalité heureuse. Bon. Et on n'échappera pas à ça. Il faut peut-être que le luxe soit, je dirais, la valeur d'usage renforcée. Pour moi, c'est peut-être pas des matériaux forcément, je dirais, très ostentatoires, mais une grande valeur d'usage. Laurent Villaret, même question. Je pense que dans les années à venir, je pense que c'est le vivant qui va guider la conception, parce que c'est une tendance, c'est un enjeu mondial d'abord, il ne faut pas le cacher, et parce que c'est une demande, c'est un facteur d'attractivité. Voilà. Ce que je pense, c'est que la mobilité va révolutionner complètement les espaces urbains. Le jour où on aura un peu plus de... Le jour où vous aurez des voitures autonomes, où tous les espaces interstitiels entre les immeubles vont se reformer différemment. Moins d'enrobés, moins de parking, plus d'espaces verts, plus de perméabilité, plus d'espaces partagés. Je pense que l'urbanisme intermédiaire va devenir la norme, c'est-à-dire qu'avant de préparer une opération d'urbanisme sur un tissu urbain constitué, on va recycler les matériaux, on va concerter les habitants qui sont autour. Et je pense qu'après, les espaces, si on se revient sur l'échelle d'un seul bâtiment, je pense que les espaces communs, ça va être des communs de nature. C'est-à-dire c'est le prolongement de la nature en ville, mais dans la nature aux étages. Voilà, je pense que c'est un peu ça qui va se passer, et ça va aller très vite, aussi vite que le numérique. Ah oui. Serge Noche. L'avenir, je ne le vois pas dans Montpellier pour la maison individuelle, puisqu'on n'a pas trop de place, c'est plutôt autour. Donc l'avenir, eh bien, moi je remarque que dans la nouvelle réglementation énergétique, on ne parle pas de BEPOS. On parlait avant de BEPOS 1, BEPOS 2, BEPOS 3, maintenant on parle d'énergie 1, énergie 2, énergie 3. Pourquoi ? Eh bien, lors d'un atelier qui a été fait à Paris, à l'HUP, avec justement la FFB, on a pu constater que si on devait rendre une maison, toujours la même de 90 m², qui est la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui, si on voulait rendre vraiment une maison BEPOS avec l'utilisation courante de l'électroménager et tout ça, il faudrait avoir 70 m² de photovoltaïque. Donc sur une maison de 90 m² R+1, il n'y a pas la place, il faudra acheter un terrain à côté, donc ce n'est pas possible. Alors on va plutôt aller vers effectivement une recherche de bioclimatique de la maison à la base, sans savoir comment on va la chauffer. On va lui apporter de l'énergie gratuite, mais il faut faire attention, il y a quand même des acquéreurs. Les acquéreurs sont limités. Et il ne faut peut-être pas mettre trop de couches, parce que le millefeuille sera immangeable à force. Donc, on fait des efforts, la réglementation nous l'oblige, mais on est en avance. Il y a des recherches, mais la maison BEPOS, telle qu'on en parlait encore il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, on n'en parle pas, parce que quasiment personne ne pourra le faire. Et le mot de la fin pour M. Sorel. Vous, quelle vision vous avez en tant que maire de Montpellier sur le Montpellier des années à venir ? Je vais utiliser le terme bien connu de Le Corbusier. Pour moi, c'est la cité radieuse. C'est cette cité radieuse, mais qui ménage à la fois les espaces collectifs et l'intimité personnelle. Chose qui n'était pas le cas
dans les premiers familistères ou les phalanstères. La cité de Godin à Guise, par exemple, qui ne ménage pas la vie privée, qui ne respecte pas. C'est pour ça qu'il a périclité. Donc il faut une cité radieuse qui ménage le collectif et qui respecte la vie privée des citoyens. C'est une ville économe, en espace, en énergie, et c'est une ville de la science qui, par les découvertes scientifiques et par la ville intelligente, apporte à chacun le maximum de liberté et de service à disposition, en proximité. Enfin, c'est une ville où la nature est présente à tous les instants. Et cela permet aux habitants de pouvoir équilibrer à la fois leur espace de vie urbaine et leurs espaces de liberté. C'est donc une cité radieuse qui ménage la liberté individuelle et qui apporte le maximum de services. C'est la fin de cette table ronde. Merci à tous. Un grand merci d'avoir accepté d'y participer, de nous avoir apporté votre éclairage. Merci à tous également d'y avoir y assisté. Et je vous invite à rester, à profiter de ce salon de l'immobilier. Et comme l'a dit Henri-Marc Rossignol, il y aura l'inauguration officielle du salon dans une petite heure, juste au centre de l'espace. Merci beaucoup.